2012, ouais. Alors, 10 ans plus tard, eh ben, Suzy est toujours morte. Et ça embête beaucoup de nos copains théoriciens, effectivement, tous ceux qui ont bossé dessus. Alors, les théoriciens, ils sont très malins, parce que dans Suzy, il y a plein de paramètres mathématiques, etc. Et puis, ils arrivent un jour, et puis ils vous disent, ouais, non, Suzy, ça marche avec alpha égale 20. Puis, bah, on cherche, on fait nos modèles, on modélise tout ça, on passe dans la simulation de notre détecteur, et on regarde, et puis alpha égale 20, et puis on leur dit, bah, non, désolé, on voit rien. Ouais, mais vous avez juste regardé alpha égale 20. Sauf que alpha égale 30. Ça peut fonctionner aussi. Et généralement, nous, une recherche, ça nous prend facilement 1 à 2 ans. D'accord ? Donc, c'est pas juste on change un petit paramètre et ça arrive comme ça. C'est relativement complexe. On a besoin de faire de la simulation déjà de leur modèle théorique, de manière à le traduire en termes de particules. Et ensuite, nous, par-dessus, on fait la simulation de nos détecteurs, c'est-à-dire comment est-ce que notre détecteur devrait détecter ce type de particules. Et une fois qu'on a fait tout ça, on compare par rapport aux données qu'on a. Les données qu'on a, c'est des milliards de collisions, vu que le LHC nous donne 40 millions de collisions par seconde. On tourne 9 mois sur 12, 24 heures sur 24. Donc, je vous laisse faire le calcul. Alors, c'est pas vrai, c'est quand même pas 24 heures sur 24, mais ça fait suffisamment pour qu'on ait suffisamment à processer. Typiquement, moi, je tourne sur 3 ans. Je dois tourner, on parle en terabits. Donc, voilà, j'ai des terabits de données. J'arrive à tourner en 3-4 heures. Et c'est super bien. Alors après, on a les données, il faut qu'on s'assure qu'il n'y a pas de faute dans les données, il faut qu'on aille dans le détail, etc. Donc on a beaucoup de travail à faire par-dessus. C'est pas juste on tourne. On tourne et puis il y a un truc qui ne fonctionne pas, on va creuser, ça nous prend 1 ou 2 mois, on discute avec les autres on dit « Oui, c'est vrai que là aussi, j'ai aussi un truc qui ne fonctionne pas, on va creuser avec d'autres experts. » Ah ouais, peut-être qu'à cet endroit-là, le détecteur, il n'était pas bien. Ah ben oui, on s'est trompé dans la calibration du détecteur, donc on va rechanger la calibration du détecteur, il faut encore reprocesser toutes nos données avec cette correction qui est mise en place, etc. Donc c'est beaucoup de processus itératifs, c'est pour ça que ça nous prend du temps, mais par contre, quand on sort quelque chose, quand on publie quelque chose tel que le boson de Higgs, vous l'avez vu là, on est sûr. On est sûr. Et pour sortir le boson de Higgs là, ça a pris sur la fin surtout, parce que quand on commence à avoir le signal, les rumeurs circulent. Parce que le plus drôle, c'est que Atlas et CMS, qui sont les 2 expériences en compétition, se partagent le même bâtiment qui est en rond. Et on partage surtout les imprimantes qui sont exactement au milieu d'entre Atlas et CMS. Donc on a même eu des petits messages en disant « Dès que vous imprimez quelque chose, vous allez le chercher ». On n'avait pas le droit, normalement on imprimait, puis on passait un quart d'heure après ou 20 minutes après, quand on passait aux toilettes, récupérer nos trucs, on n'avait plus le droit. Et les gens qui ont travaillé vraiment sur ça, à fond, sur les dernières semaines, ouais, ils ont passé un mois où je pense que s'ils dormaient 5 heures par nuit, c'était pas mal, quoi. Et c'était une 50aine ou une 60aine de personnes, vraiment pour contrôler et s'assurer qu'il n'y avait rien derrière, quoi. Donc Suzy est morte. Et on n'a rien trouvé d'autre. Par contre, on a pu vraiment caractériser le boson de Higgs, parce que quand on a fait la découverte, on a dit que c'était un candidat boson de Higgs, parce que ça ressemblait à la théorie qu'on voulait voir. Mais là, on l'a vraiment, vraiment catégorisé, donc c'est vraiment le vrai boson de Higgs de la théorie, donc là, on en est ravis. Par contre, on n'a toujours rien trouvé d'autre. Et ça, alors pour nous, c'est intéressant. Pour les théoriciens, ça l'est beaucoup moins. Parce qu'il faut qu'ils se creusent la tête à nous trouver d'autres modèles. Il y a à peu près, on va dire, 10 000 théoriciens au monde, et je pense qu'on a autant de modèles à pouvoir chercher. Donc vous inquiétez pas, ils ont de la ressource, on a beaucoup de choses à chercher. Gentiment, ils se réunissent régulièrement pour nous dire, bon ben voilà, on pense plus que c'est cette théorie-là. Donc par exemple, Suzy, ça a été construit avec beaucoup de théoriciens. Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'aller voir, mais... Suzy, c'est la blague récurrente de chaque conférence.
Suzy est toujours morte. On ne voit toujours pas Suzy. Voilà. Et les théoriciens arrivent en disant ouais, mais attendez, en allant chercher dans les fins fonds du truc, là. Et c'est ce qu'on vous dit dans le film, c'est qu'effectivement, on peut toujours aller chercher dans les fins fonds du truc, mais la beauté de la théorie, qui est par sa simplicité ou sa compréhension, devient de moins en moins simple et de moins en moins compréhensible. Donc c'est pour ça que même les théoriciens commencent à comprendre que sans doute l'idée est achetée, mais effectivement, vous comprenez que quand les personnes ont fait toute leur carrière sur Suzy, c'est un petit peu difficile à admettre. Donc Suzy, c'est la première des choses qu'on recherche, mais il y a pléthore d'autres choses que l'on recherche. Et pour l'instant, effectivement, on continue à exclure des modèles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans nos données. C'est juste que nous, ça a été dit aussi dans le film, pour regarder quelque chose, on a besoin d'avoir une idée vers où on regarde. Et du coup, on a besoin d'avoir une théorie. Et comme je vous dis, les théoriciens nous donnent les théories les plus principales qu'ils considèrent. Mais peut-être que c'est un tout petit théoricien dans son bureau au fin fond de je ne sais pas trop quel pays qui, lui, a la solution. Et c'est encore pas arrivé chez nous pour qu'on teste. Donc on essaye de tester, on a des gens qui essayent de tester à l'aveugle, tout et n'importe quoi, mais vous vous doutez bien qu'à l'aveugle, pour contrôler que c'est pas juste des choses aléatoires ou que c'est pas juste une erreur, ça devient encore plus compliqué, quoi. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a rien. On a bien catégorisé le boson de Higgs, qui a une masse très très spéciale, qui nous pose souci. Et la dernière nouvelle qui date de vendredi, c'est qu'une autre expérience qui s'est arrêtée de tourner depuis 10 ans, ils ont analysé leurs données. Donc, vous voyez, même quand on s'arrête de prendre des collisions, on continue à analyser les données. On a de quoi manger pendant pas mal de temps. Sur la masse du boson W, ils ont fait la meilleure mesure de précision qu'on pouvait atteindre jusqu'à présent. Et elle est en décalage sérieux par rapport aux mesures d'avant, ce qui fait que maintenant, le quark top, le boson W et le Higgs ne sont plus en cohérence. Les trois masses ne sont plus en cohérence, alors qu'elles devaient l'être dans le modèle standard. Donc ça date de vendredi, donc on n'a pas encore vu des théoriciens pour comprendre quels pourraient être les effets. Très clairement, ça peut induire tout un type de théories qui vont venir rentrer dans le jeu maintenant, où ils vont peut-être arriver avec ça. Ce n'est qu'une mesure, et la mesure de cette expérience a toujours eu tendance à être décalée. À chaque fois qu'ils faisaient une mesure, elle était toujours décalée par rapport aux autres. Donc chez Atlas, chez CMS, on a les gens qui font la même mesure. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent, eux, sur un jeu de données précis. Ils n'ont toujours pas fini au bout de 3 ans. Parce qu'on veut la meilleure précision. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais à l'heure actuelle, on a ce qu'on appelle une petite tension. Il y a d'autres tensions aussi dans le secteur du B, des quarks B qu'on appelle, qu'on ne comprend pas, qui peuvent aussi induire des nouvelles théories. Donc, on a des choses à regarder, mais pour l'instant, on n'a rien découvert, autre que le boson de Higgs. C'est quand même déjà pas mal. Alors, peut-être une question justement toujours sur le boson. Il est dit dans le documentaire que c'est... on le voit, quoi, c'est un événement qui est très rare. Et pourtant, on dit que c'est ce qui confère la masse aux particules. Donc, c'est vrai que c'est pas simple à comprendre. Les particules ont de la masse, mais il n'est plus là. Alors, quasiment plus. Le boson de Higgs, c'est juste un phénomène de ce qu'on appelle le champ de Higgs. C'est dit aussi dans le film, mais c'est un peu passé à la trappe. Donc le champ, c'est ce qu'on appelle un champ de force. Et la particule de Higgs, c'est juste une perturbation de ce champ à un moment donné. Et c'est ce qui nous permet de visualiser. Donc le champ de Higgs, on ne va pas être capable de le visualiser. Par contre, si on trouve le boson de Higgs, on sait que le champ est là. Et en fait, c'est le champ qui va donner la masse aux particules. Donc on n'a pas réellement besoin d'avoir un boson de Higgs à proprement parler pour avoir la masse aux particules. Donc il y a une image qui est relativement simple pour comprendre comment ça fonctionne, parce que je conçois que c'est des outils mathématiques et que c'est pas simple à expliquer. On prend une salle qui est remplie uniformément de personnes. Voilà, tout à fait aléatoire. Et à l'entrée de cette salle, il y a une célébrité qui arrive,
qu'est-ce qui se passe, surtout à notre époque? Les gens vont venir s'agglutiner auprès de cette célébrité. Sauf que si cette célébrité va essayer de se déplacer dans cette salle, ben, elle va être de plus en plus ralentie parce qu'elle a acquéri une masse. La masse des gens qui s'agglutinent autour. C'est le principe du champ de Higgs, en fait. Quand une particule va pénétrer dans ce champ, elle va acquérir une masse en interagissant avec ce champ. Et ce champ est omniprésent partout. Et plus la célébrité est célèbre, plus elle va acquérir une masse et inversement proportionnelle. Et ça vous donne l'idée des différentes masses des particules, quoi. Et alors justement, pour bonne transition, si vous deviez résumer en une phrase pour un petit enfant de 6 ans la conclusion de ce film, quelle serait-elle? Vous avez déjà approché un peu la chose avec la salle, je trouve que c'est facile à comprendre. Alors moi, il y a deux choses qui ont attiré mon attention dans ce film. C'est on met très bien en évidence que la physique expérimentale, c'est premièrement une physique de très long terme. C'est-à-dire, on voit que entre le moment où on conçoit une expérience, on la met, on prototype les détecteurs, on installe, on fait ce qu'on appelle le commissioning, c'est-à-dire on met toutes les choses en marche. Et ensuite, la prise de données, et enfin, comme disait Stéphanie, l'analyse de données. Il y a 10 ans, 20 ans, même des fois, qui se passent. Donc c'est de la physique vraiment c'est du très long terme. La physique expérimentale et demande beaucoup de persévérance et de ne pas se décourager. Et on l'a vu avec l'incident qui s'est passé, le désarroi des physiciens qui avaient travaillé tellement d'années et puis qui voient tout qui s'écroule. Eh ben, ils ne se sont pas découragés. La persévérance est vraiment très importante pour la physique expérimentale. Et puis le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas faire des expériences de ce genre-là et des découvertes de cette ampleur tout seul. Et vous l'avez vu, il y a des centaines, des milliers de physiciens qui travaillent. Pas seulement des physiciens, mais des ingénieurs, des techniciens. Il y a toutes les corporations, vous l'avez vu, il y a la physique des accélérateurs, il y a la physique de détection, il y a de l'électronique, de la cryogénie, il y a tout un tas de corporations qui travaillent en même temps. Donc la persévérance et puis savoir travailler en équipe, en commun, dans un milieu international aussi. Voilà, c'est les deux choses que j'ai trouvées qui se dégagent vraiment de ce film. Bon, je ne sais pas si vous avez eu ce même ressenti. Voilà, ne jamais se désespérer. C'est un message aussi pour les jeunes. Il faut jamais se désespérer. Bon, moi, je suis dans une expérience qui n'apparaît pas dans le film, Bon, et les pionniers de cette expérience, qui s'appelle Alice, ceux qui ont vraiment mis sur pied les idées, tout ça, ils n'ont pas vu les résultats, parce que c'était déjà des gens qui avaient une cinquantaine d'années, entre le moment où ils ont écrit ce qu'on appelle la lettre d'intention. Enfin, il y a des procédures comme ça. Entre le moment où les idées ont germé, tout a été conçu, et puis le moment où les données ont été analysées, les résultats sont sortis, eh bien malheureusement, ces gens-là, ils étaient partis. C'est terrible à dire, mais voilà, c'est le très long terme par rapport aux théoriciens qui travaillent à 2 ou 3 et puis qui arrivent à avoir des idées, à aller les coucher sur le papier. On dit que Peter Higgs, je ne sais pas si c'est vrai, on dit qu'il a eu cette idée du boson de Higgs en un week-end. Alors ça, l'expérience, ça a mis 20 ans, même plus, pour infirmer cette hypothèse de Peter Higgs qu'il avait eu cette idée en un week-end.
Parce que c'était la plus simple. C'était la plus simple. Donc, en fait, on sait depuis les années 1960, depuis que la théorie a évolué en ce qu'on appelle le modèle standard, c'est-à-dire les quelques lignes d'équations qui nous permettent de comprendre toutes les interactions entre les particules. On a décrit les centaines de particules qu'ils avaient trouvées dans les années 50 grâce à ces quelques lignes. On a retesté, re-retesté le modèle standard et ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Mais le modèle standard, quand il a été créé, il avait un problème, c'est que les particules n'avaient pas de masse dans ce modèle. Si les particules n'ont pas de masse, dans ces cas-là, depuis le Big Bang, elles voyagent toutes à la vitesse de la lumière. Et si toutes les particules voyagent à la vitesse de la lumière, dans ces cas-là, elles n'ont quasiment aucune chance de s'être rencontrées pour faire un atome. Donc, autrement dit, on n'existe pas. Donc, le modèle standard qui décrivait très bien les interactions entre les particules avait ce gros problème de ne pas donner la masse aux particules. Donc, au départ, ils les ont mis comme paramètres ad hoc, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, parce que les masses, en plus des particules, sont différentes pour chacune des particules. Donc, ça ne convient pas. Et c'est M. Peter Higgs, mais aussi messieurs Brout et Englert, parce qu'ils ont fait le papier à 1 mois d'écart, et dans les années 60, 1 mois d'écart, on ne pouvait pas savoir ce que les théoriciens travaillaient, surtout quand ils n'étaient pas dans le même pays, etc. Ils ont rajouté juste un petit terme à l'équation du modèle standard avant, qui a permis, à partir de ce terme-là, de donner la masse aux particules sans rien changer aux interactions. Et ce rajout de petit terme, c'est vraiment un petit terme. Et c'est tellement joli et aussi naïf, parce que même Peter Higgs n'y croyait pas à sa théorie, surtout sur ces dernières années où on ne trouvait rien. Il disait, mais arrêtez, c'est pas là, arrêtez. Il refusait de faire des conférences là-dessus, parce que pour lui, il y avait quelque chose qui manquait quelque part. C'était tellement simple que ça ne pouvait pas être lui qui avait trouvé la solution finale. Et au final, si. C'est juste qu'il nous manquait suffisamment d'énergie dans un collisionneur pour pouvoir y accéder. Parce que c'est un phénomène qui est extrêmement rare et qu'il a fallu qu'on produise des milliards de collisions de manière à ce qu'on puisse en observer quelques-uns. J'avais fait le calcul quelque part, mais je ne m'en souviens plus. Mais comme je vous ai dit, on tourne 9 mois sur 12, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est à peu près à 40 millions de collisions par seconde. Et sur ces 40 millions de collisions par seconde, je crois qu'on crée 1000 bosons de Higgs par an. D'accord ? Voilà, ça vous donne une idée de la rareté un petit peu de ce qu'on recherche. Les expériences d'avant, elles n'étaient pas à 40 millions de collisions par seconde, mais elles étaient même pas à 500 000 collisions par seconde, quoi. Donc il nous fallait cette étape, plus cette étape en énergie, qui ont été vraiment les deux phénomènes qui nous ont permis de le découvrir. Je voulais savoir, le LHC aujourd'hui, il fonctionne à pleine puissance ou il a encore une marge de progression Alors, le LHC, il doit nous donner son premier faisceau de l'année dans une semaine. Donc c'est toujours des démarrages un petit peu poussifs. Et comme c'est très bien dit dans le film, ils font des démarrages généralement sur le week-end de Pâques ou les ponts des jours fériés. Pourquoi ? Parce que les experts ne sont pas dans la salle pour toucher à tout avant d'essayer de nous donner du faisceau. Et c'est clairement ça. J'ai été d'astreinte régulièrement sur les démarrages du LHC et c'est clairement ça. Ce qui n'a pas été dit dans le film, mais que je peux vous révéler ici, c'est qu'en fait, les premières collisions du LHC se sont produites en 2009 à 900 GeV. 2010, effectivement, à 3,5 TeV, et c'était l'idée de savoir si on les faisait durant la nuit ou pas. Très clairement, il n'y a pas eu de collision durant la nuit, mais ils ont été très très proches pour s'assurer que le jour J, ils pourraient le faire correctement. Les premières collisions à 900 GeV, j'étais dans la salle de contrôle et j'avais les 10 chefs au-dessus de mon écran, parce qu'en plus j'étais l'écran qui voit les toutes premières collisions et
Il a fallu que je demande à un moment donné à aller aux toilettes parce que j'en pouvais plus. Ils m'ont dit, mais non, tu peux pas partir là. J'ai dit, si, on vient de reperdre le faisceau, alors j'y vais là. J'ai 20 minutes. Ah ouais, c'est vrai. Regardez, les écrans, ils sont là. Vous êtes capable de voir. Quand il y a un pic, c'est bon. Vous êtes là, vous regardez. De toute façon, il y a tellement de gens derrière. Voilà, non, c'est assez drôle. Donc, pour répondre réellement à la question, en fait, on a fait une montée en énergie en 2015. On est passé de 7 TeV de 8 TeV, où on était en 2012, on est passé à 13, donc quasiment doublé. Le LHC est conçu pour 14. Alors, 13, nous, ça nous convient. C'est parfait parce qu'on a fait toutes nos simulations, on a tout fait, etc. Donc on sait ce qu'on regarde, etc. Le LHC est conçu pour 14. Et il y a quand même un petit peu de politique derrière. Il faut que le LHC s'approche au plus près de 14. Dans la conception des aimants, il y a eu 2 entreprises qui ont fait les conceptions des aimants, une entreprise allemande et la deuxième, tu te souviens? Ouais, les aimants du LHC. Non, ils ont fait les quadruplettes. Mais bon. Et une entreprise d'un autre pays, c'est pas la Chine, mais non, parce qu'ils travaillent bien aussi. Et c'est l'entreprise de l'autre pays qui a des aimants qui sont un peu plus poussifs et du coup qu'on n'arrive pas à monter à intensité maximum. Pour monter à intensité maximum, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un quench des aimants. C'est-à-dire que l'aimant qui est supraconducteur, au bout d'un moment, on laisse du courant circuler entre les 2 bornes de l'aimant. Donc il perd sa supraconductivité immédiatement, ça fait un gros dépôt d'énergie, enfin un gros dégazage d'énergie, mais visiblement ça restructure l'intégralité des atomes dans l'aimant, et le coup d'après, ça permet de monter un peu plus haut en intensité. Attention, je ne suis pas physicienne de physique du solide, donc... je vous invite à aller, si ça vous intéresse, à vous de commenter plus profondément. Mais en gros, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué et c'est comme ça que je le comprends. Donc en fait, il y a certains aimants, les aimants classiques, les aimants allemands, il faut 30 quench. Chaque quench, il nous faut entre 12 et 15 heures pour récupérer d'un quench. Parce que comme on a sollicité, on a eu pas mal de choses, on est remonté en température, il faut refroidir, etc., etc. Pour les aimants de la deuxième compagnie, certains, on évalue qu'il faut plus de 100 quench pour y arriver. Et du coup, ça nous fait perdre au moins une centaine de jours parce que, comme c'est toujours le même aimant, quand on entraîne différents aimants, on peut les entraîner en même temps. Il ne faut pas que ce soit consécutif parce que comme ils peuvent bouger, c'est un peu trop... donc on peut les entraîner aux deux situations de l'anneau différentes. Mais par contre, quand c'est le même aimant qu'il faut entraîner 100 fois, ça nous fait perdre 100 jours, en gros. Donc c'est un peu la difficulté de savoir est-ce qu'on veut, avec des risques, même 100, ce ne soit pas suffisant. Donc en fait, il a été décidé que tous les aimants doivent tenir jusqu'à 7,8 TeV chacun, ce qui veut dire 13,6 dans le centre de masse, vu qu'on a 2 faisceaux. Donc ça a été déjà testé durant l'hiver, sans faisceau évidemment. Donc là, ils doivent commencer à remettre du faisceau et à remonter en intensité. C'est pas impossible qu'ils décident d'essayer un peu plus haut. Et dans ces cas-là, ça nous foutrait la grouille parce qu'on va pas tarder à lancer toutes nos simulations. Et si on fait des simulations à 13,6 mais qui nous font 13,7, nous, il faudra tout qu'on recommence. Finalement, tout le but de cette expérience du LHC a permis du coup de confirmer un peu le schéma standard, de quantifier le boson de Higgs. Et là, vous disiez du coup dernièrement, sur les dernières données de vendredi, je crois, il y a eu quelques changements. Suzy était morte, mais finalement, est-ce que du coup Suzy peut ressusciter? En plus, on est dans le contexte, un week-end de Pâques. Les conférences où on commence la conférence en disant « Suzy est morte ».
Et on termine la conférence par le résumé de la conférence qui est fait par quelqu'un qui suit toute la conférence où, alors, Suzy était morte et en quelques jours, on a appris que finalement, Suzy était potentiellement là et que, donc, Suzy est un fantôme. Voilà, c'est généralement les conclusions qu'on a. On n'a pas rien dans nos données, on a divers excès. Mais à la limite, on commence à dire qu'on en a trop à différents endroits. Et pour sûr, aucun n'a atteint les fameux 5 sigma qui nous permettent de dire qu'on a découvert quelque chose. Là, à l'heure actuelle, on manque de données justement sur pas mal de ces excès-là pour voir si c'est les excès qui restent ou qui vont redisparaître. Comme le Higgs à 140 GeV que vous avez vu dans le film, ça peut arriver que ça disparaisse. Donc on attend le redémarrage. Encore une fois, comme l'énergie va être différente, ça va être encore plus compliqué pour nous de mélanger les deux datasets, les deux jeux de données, parce qu'il faut interpoler entre les deux. Mais on espère qu'effectivement, d'ici 1 ou 2 ans, on aura plus d'informations sur ces excès. Donc CMS, qui est mon expérience, voit beaucoup d'excès. Atlas, qui est l'expérience que vous avez vue là, n'en voit pas beaucoup. Et du coup, se gausse sur le fait que CMS voit beaucoup d'excès. Qui a raison, voilà. Ce qui est important, effectivement, dans ces expériences-là, c'est aussi qu'on ait de la redondance entre Atlas et CMS. Et pour le boson de Higgs, c'était important que les deux expériences voient le boson de Higgs. Et si vous avez noté, on ne le voyait pas à la même masse. 125.3 pour CMS et 126.5, je crois, pour Atlas. Les deux expériences étaient légèrement fausses. Et chacun a dû bouger. Je peux vous assurer que si vous étiez là, c'était... Ouais, Atlas, ils ne savent pas faire une calibration de masse, il n'y a que CMS. Nous, 125, c'est clairement ça. Voilà. C'est le jeu, c'est la petite guéguerre, mais c'est qu'un jeu, quoi. Alors, j'avais regardé, donc c'était plusieurs... Alors, vous m'avez dit 3 milliards d'euros, c'est ça ? Du coup, la question, c'est quand même jusqu'où on va. Alors, jusqu'où on va et en fait, à quel moment, parce que là, on a attendu 30, 40 ans, au bout de combien de temps on va dire qu'on abandonne le truc, quoi ? La question, c'est est-ce qu'on fait comme les Américains ? Et du coup, je peux vous dire que tous nos physiciens américains viennent en Europe, viennent autour du CERN, dépensent de l'argent pour être logés là-bas, font vivre l'économie. Peut-être que le Texas aurait approuvé aussi cette venue de physiciens européens. Par définition, on voyage, même si avec le Covid, on a beaucoup moins voyagé. Même nous, on a ressenti quand même le besoin de se voir en personne, même si on est à la pointe des vidéoconférences, etc. On en a besoin. Donc il y a toujours ce gain-là, il y a toujours l'intérêt pour les pays qui sont compris d'être hôtes d'un tel instrument parce que ça génère quand même du travail. Le CERN, c'est 2200 employés, donc c'est très peu, mais c'est 120 entreprises extérieures qui viennent intervenir sur le CERN, 120 entreprises autour du pays tchèque, autour de Genève. On est quand même une grosse entreprise, on emploie beaucoup de personnes. Sur le coût en lui-même, 3 millions d'euros, c'était à peu près ce que j'avais retrouvé pour la construction du LHC. 3 milliards d'euros. Ouais, milliards, pardon. J'ai toujours un problème entre les milliards et les millions, c'est bizarre. C'est trop gros. 3 milliards d'euros. Faut savoir que les 3 milliards d'euros, c'est pas que la France qui les paye. D'accord ? Ça a été payé par le CERN, c'est par l'Europe. Donc c'est par 23 pays, essentiellement. Donc vous faites déjà 3 milliards d'euros divisé par 23. Ensuite, ça génère le travail de 10 000 physiciens mondialement. D'accord ? C'est pas 3 physiciens qui travaillent sur le truc, c'est 10 000. Vous divisez déjà ça aussi, ça vous donne une proportion proportionnelle. Et ensuite, on y travaille pendant 20-30 ans. Donc, c'est pas juste un coup, voilà, c'est quelque chose qui va rester. Alors, il y a des coûts de fonctionnement, bien évidemment, mais pour vous donner un ordre d'idée, le coût de fonctionnement de mon détecteur CMS, qui est juste un détecteur, il a été évalué à un expresso par an par personne qui paye des impôts.
Et on a utilisé le prix de l'expresso parce que l'expresso en Italie n'a pas le même coût qu'un expresso en France ou qu'en Allemagne, et ça correspond à peu près à la contribution de chacun des pays. D'accord ? Donc pour moi, pour faire joujou avec mes données, là, j'ai besoin que vous m'offriez un expresso par an dans vos taxes. Je pense que c'est raisonnable. Ensuite, l'autre chose qu'on a regardé aussi, c'est 3 milliards d'euros pour le LHC, divisé par 23 pays au minimum, parce qu'il y a aussi des contributions américaines, etc. Le porte-avions français, qu'on doit décider si on achète ou pas, tout seul, 5 milliards d'euros, tout seul. Alors, c'est des choix politiques. On est tout à fait d'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est négligeable et qu'il ne faudrait pas acheter le porte-avions ni quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça. Mais on fait des dépenses tout aussi grosses et on ne s'en rend pas forcément compte. Là, c'est vraiment quelque chose qui est fédéré entre différents pays, etc. Donc, ce n'est pas si important que ça. Même si ça reste une somme importante. Je veux dire, ça peut quand même amener, j'imagine, des tensions avec des collègues chercheurs qui rament peut-être pour trouver des financements dans leur sport physique du solide ou... Non, parce que nous, les financements, ils sont, comme c'est des manips qui sont super longtemps, ils sont prévus sur 20 ans. C'est pas du jour au lendemain, on demande à sortir 3 milliards d'euros ou même 150 millions d'euros. C'est absolument pas ça. C'est budgété sur 10 ou 15 ans. Là, on est en train de faire des améliorations de nos détecteurs parce que le LHC va faire une amélioration pour 2028. Voilà. Les budgets sont déjà en cours depuis plus de 10 ans. Donc, c'est jamais, à un moment donné, on demande quoi que ce soit. Et puis, honnêtement, en tant que chercheur, nous, on a tout à fait compris quand, durant la période Covid, on nous a dit, désolé, comme vous ne voyagez pas, on a récupéré tous vos fonds que vous aviez pour voyager. Et puis on les a renvoyés au CNRS, qui les a sans doute redispatchés vers des recherches médicales. Est-ce que ça nous choque ? Non. On est tout à fait capable de comprendre les priorités que peuvent mettre des États. Et encore une fois, effectivement, on est en France, on dépend de la politique française, mais la France quitterait le CERN. Je pense que ce serait un petit peu un scandale pour pas mal d'États européens. Donc, on ne peut pas quitter non plus comme ça une collaboration internationale du jour au lendemain. L'exemple typique, la Grande-Bretagne, il n'y a pas de Brexit au CERN. Ils continuent à payer exactement de la même manière. La seule chose, c'est que maintenant, il faut que les Anglais aient des visas. Voilà, ça les saoule bien, mais sinon, c'est tout pareil. Pour nous, en tout cas, c'est tout pareil. Et justement, quelles sont les évolutions à venir du LHC ? Est-ce qu'on prévoit de l'améliorer ? Est-ce qu'on prévoit d'en construire d'autres ? C'est le truc un peu hallucinant, mais question. Oui, Stéphanie a déjà parlé un petit peu sur l'augmentation de l'énergie. Ensuite, il y aura l'augmentation de la luminosité qui va démarrer en 2025. Quelque chose. 2028. C'est le nombre de collisions faites par seconde. Oui, c'est en gros comme l'intensité, quoi, on pourrait dire, et ça permet d'obtenir beaucoup plus de données en un temps plus court. Ce qu'on appelle la statistique chez nous, d'obtenir des grandes statistiques dans les données. Et ensuite, il y aura vraiment... le CERN est en train de réfléchir à quelque chose d'encore plus grand qui se mettra en place en 2040. Bon, sans doute avec un décalage, parce qu'il y a toujours des décalages dans le temps. Donc, à partir de 2040... Et cet accélérateur sera aussi, qu'on appelle l'accélérateur circulaire futur. Il sera aussi circulaire, mais ça sera un super LHC dans le sens où il n'aura pas 27 km de circonférence, mais 100 km de circonférence. Donc, ce sera un anneau qui va englober complètement le Salève, qui est passé sous le lac de Genève, sous le Salève, et donc qui démarrerait un petit peu comme ça a été fait dans le passé, c'est-à-dire
dans un premier temps avec des collisions électrons-positrons. Et c'est ce qui coûte 9 milliards, ce qu'on appelle le FCC et électron-positron. Et puis ensuite, proton-proton, et ensuite, avec des ions lourds, à chaque fois, il faudra amener 3 milliards à chaque fois. Et puis la physique, eh ben... Oui, voilà. Nous ne serons plus là pour vous en parler, mais c'est pour les suivants, les générations futures. Et donc, qu'est-ce qui sera fait ? C'est déjà des mesures de précision, et puis et puis c'est aussi un petit peu terra incognita. Hein, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Les physiciens, théoriciens ont dans la tête ce qu'ils appellent l'unification des forces, c'est-à-dire plus on augmente en énergie et plus les forces comme on a déjà mergé, comme on a déjà mergé l'électrofaible, l'électromagnétisme et interaction faible. Voilà. Vous voyez tout à gauche la force électromagnétique et la force nucléaire faible qui se rejoignent en une seule. Et plus on monte en énergie, plus on va comme ça réunir les forces. Et les théoriciens ont dans la tête ce qu'ils appellent l'unification des 4 forces fondamentales en une seule. Et ça, évidemment, il faut des énergies très, très, très hautes pour mettre ça en évidence. Et donc le LHC, on est juste au niveau de la fusion des 2 premières forces. C'est là où on attend à trouver le boson de Higgs. Et Brigitte travaille sur une chose qui est un peu plus basse, qui est le confinement des quarks, en fait. Une différence d'énergie et qui est tout aussi importante pour comprendre comment ces particules fonctionnent à la base, en fait. Comprendre leurs propriétés vraiment plus en profondeur et comprendre les forces, quoi. Le confinement et le déconfinement, c'est très à la mode. Alors, je les aime bien fait sourire quand les politiciens nous ont parlé quand les politiciens nous ont parlé de confinement et déconfinement, nous, on a souri parce que c'est notre sujet de recherche en physique hadronique. Alors sur le flyer, on a mis physique nucléaire, mais en fait, il faudrait dire que je travaille plutôt en physique hadronique, qui est l'intermédiaire entre la physique nucléaire et la physique des particules. C'est la physique subnucléaire, c'est la physique d'en dessous du nucléon, des composants du nucléon, ce qu'on appelle les quarks et les gluons. Et dans la matière ordinaire qui nous entoure, vous le voyez en bas de ce graphe, c'est la densité baryonique, donc de protons par exemple, qui sont des baryons, et la température dans l'autre direction. Donc c'est un diagramme de phase. Donc la matière ordinaire, vous voyez, c'est composé de 2 types d'éléments. Donc les baryons qui contiennent 3 quarks, qui sont les protons, les neutrons, et puis ce qu'on appelle des mésons qui contiennent un quark, un antiquark. Donc nous, on travaille là-dessus, c'est-à-dire on cherche la transition de phase entre cette matière composée de 3 quarks, 2 quarks, et donc en haut, vous avez ce dessin avec les nucléons, donc 3 quarks, mais on pourrait aussi avoir les mésons. Et le déconfinement fait que, à très très haute énergie, ces quarks ne sont plus liés dans les baryons et les mésons, enfin dans ces particules que j'ai décrites avec 3 quarks ou 2 quarks. Et ils ne sont plus liés, mais tout ça se dissout, en quelque sorte se dissout, et c'est ce qu'on appelle le déconfinement. Et nous, on travaille sur cette transition de phase entre les états liés à 3 quarks ou à 2 quarks, enfin quark, antiquark, et puis cette espèce des fois, vous verrez dans les journaux, c'est la soupe de quarks, voilà. J'aime pas trop cette expression, mais voilà, c'est la soupe parce que les liaisons sont détruites entre les quarks. Donc voilà.
Voilà, donc nous, c'est nous, voilà, c'est notre déconfinement. Donc ça nous a bien fait sourire quand notre gouvernement a parlé de confinement, déconfinement. Nous, on s'est dit, ça fait longtemps qu'on déconfine. Mais justement, là, ça fait penser, on a parlé que du boson de Higgs, mais qu'est-ce qu'on teste d'autre au LHC? Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on... Oui, donc dans cette expérience de physique hadronique, nous, on s'intéresse surtout aux collisions plomb-plomb parce qu'on veut créer des sortes de gouttelettes de plasma de quark et gluon. Alors le plasma de quark et gluon, justement, c'est cet état de soupe de quark où toutes les liaisons sont détruites. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plasma de quark et de gluon. Et donc nous, on veut, en physique hadronique, on essaye de caractériser ce plasma en termes de dynamique, par exemple. Comment évolue ce plasma, comment évoluent les états liés dans ce plasma, parce qu'il y a des états de particules résonantes qui sont créées là-dedans. En particulier, il y en a une qu'on appelle le J-psi, qui est un état lié quark charmé et anti-charmé, CC-bar. Donc, on a fait beaucoup de recherches sur cet état lié et on s'est aperçu qu'en présence d'un plasma de quark et gluon, ces états disparaissent, sont absorbés. Du moins, c'est ce qu'on croyait dans un premier temps. C'est ce qu'on avait mis en évidence dans une expérience précédente sur le SPS. Et on s'est aperçu qu'en fait, oui, il y avait une absorption, mais aussi, par rapport aux résultats des Américains à plus basse énergie, au LHC, il y avait aussi une régénération, c'est-à-dire on voyait réapparaître ces états, ces barres. Enfin bon, voilà, c'est donc absorption, régénération. Qu'est-ce qu'on a trouvé encore? Il y a énormément de signatures du plasma de quark-gluon qui nous sont données par les théoriciens et donc que nous testons. Bon, par exemple, l'augmentation de toutes les particules à contenu étrange. Alors, contenu étrange, ça veut dire qui contiennent un quark étrange ou deux quarks étranges ou trois quarks étranges. Et donc, l'étrangeté, c'est une propriété intrinsèque des quarks. Donc ça, nous l'avons vérifié. Et on a eu aussi d'autres... Bon, mais ce n'est pas évidemment des choses aussi éclatantes que le boson de Higgs, évidemment. On a eu aussi des surprises. On pensait que cet état de plasma hadronique était produit que dans des collisions d'ions lourds, comme plomb-plomb ou xénon-xénon. Et on a vu, en fait, cet état, on l'a débusqué aussi dans des collisions plus légères, comme proton-plomb, même proton-proton, dans certains événements, on appelle un événement, c'est le résultat d'une collision, dans des événements de très haute multiplicité, c'est-à-dire de très haute violence. Nous, on travaille beaucoup en fonction de la multiplicité, dans ces collisions ions lourds, et la multiplicité, c'est en gros la violence de la collision. Plus une collision est violente, et bien plus on aura de débris. C'est comme avec les voitures. Si vous vous avez un choc frontal très violent, il y aura une quantité énorme de débris. Alors que si vous ne faites que vous effleurez sur les ailes, eh bien, la multiplicité de débris, le nombre de débris sera de 2. Vous aurez seulement 2 débris. En gros, c'est un peu ça le concept. L'idée du quark plasma gluon, en fait, c'est quelque chose qu'on présume existait juste après le Big Bang. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre, parce que ça permet de comprendre la théorie du Big Bang aussi et de s'y rapprocher au plus proche. Et du coup, le fait que vous en ayez trouvé dans les collisions proton-plomb, du coup, on peut penser aussi que ces collisions se produisent lors de supernovas ou des choses comme ça. Donc, en fait, toutes ces recherches-là sont liées aussi à des phénomènes qui se passent potentiellement dans l'univers et qui n'ont pas été encore réellement expliqués, parce que c'est aussi un peu compliqué d'aller voir une supernova en direct. Donc, c'est
tout autant de choses fondamentales que l'on regarde au LHC, qui sont des collisions différentes que ce que nous on fait sur Atlas et CMS. Et sur Atlas et CMS, on continue à tester aussi la précision du modèle standard, jusqu'où est-ce qu'on est capable d'être précis aussi, et de voir si on est capable d'aller au plus profond pour voir si la théorie est vraiment vraie, ou si quelque part, il y a encore un tout petit autre terme à rajouter quelque part qui peut nous donner des pistes vers ces fameuses extensions au-delà du modèle standard. Parce qu'on sait qu'il n'est pas complet. On sait qu'il manque des choses. Par exemple, ce qu'on ne comprend pas, c'est la différence entre la matière et l'antimatière. Le modèle standard est plutôt symétrique là-dessus, alors que si on existe, c'est parce qu'il y a eu un excès de matière par rapport à l'antimatière. Donc d'où est-ce que ça sort? On a une manip aussi sur le LHC qui regarde spécifiquement cette différence entre matière et antimatière. Donc on va le faire chez Atlas et chez CMS, mais on a aussi des expériences qui sont vraiment plus spécifiques que ça. Et il y a aussi d'autres petites manips qui sont encore plus spécifiques. C'est comment Alpha? Comment elle s'appelle? Il y a Modal, voilà. Qui sont des... Voilà, LHCF, c'est ça. Totem, voilà, qui sont en fait le long du faisceau du LHC et qui, eux, vont regarder les propriétés vraiment du proton quand les protons sont autant accélérés et compagnie. Donc il n'y a vraiment pas que la SUSY que vous avez vue dans le film qui a été mis en avant, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses et on apprend chaque jour des choses. On fait, à l'heure actuelle, je crois qu'on est à 10 publications par mois. Non, peut-être pas. Si. Ouais, nous, on en est à plus de 1000. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Mais non, on est plus nombreux aussi, donc on publie plus, quoi. Chaque jour, vraiment, on a des nouveaux résultats et on comprend un peu mieux des choses. Mais par contre, c'est effectivement pas des choses qui vont forcément être comprises par le grand public. Donc c'est pour ça qu'on vous dit non, on n'a pas découvert de nouvelles particules, mais on progresse à chaque fois, quoi.